Les conservateurs ont fait du vol de voiture leur nouveau cheval de bataille, un phénomène en croissance auquel Pierre Poilievre veut s'attaquer avec des ressources supplémentaires aux ports et des peines plus sévères pour les voleurs. Mais est-ce suffisant pour déstabiliser un système criminel qui semble bien rodé? Les conservateurs vont freiner le vol d'auto en sécurisant nos ports fédéraux et en mettant des voleurs derrière des barreaux. Pierre Paulus, bonjour. Bonjour. Lieutenant du Québec pour le Parti conservateur. On vient de s'entretenir avec M. Bonnardel du Québec sur toute la problématique des vols de voitures. C'est une grosse problématique. Vous avez proposé des solutions. On sort d'un sommet. Vous avez proposé, vous, d'ajouter des ressources, d'ajouter de l'équipement. Pourquoi est-ce que, d'après vous, c'est la solution? Et de modifier le code criminel. Parce qu'en premier lieu, lundi dernier, M. Poilievre était à Brampton, en Ontario, pour annoncer les mesures de modifier le code criminel, pour défaire, dans le fond, ce qu'il y a des choses qui ont été faites par les libéraux avec la loi C5 et C75. Et en deuxième lieu, mardi, on était à Montréal. J'étais avec lui à Montréal, au port de Montréal, pour parler d'équipement. On a besoin d'équipement pour améliorer les scanners, par exemple, puis plus d'agents. Quand vous dites, vous voulez des peines plus sévères, vous voulez que le code criminel soit plus sévère à l'endroit de quelqu'un qui vole une voiture, parce qu'à l'heure actuelle, puis M. Bonnardel le soulignait, les policiers disent, on arrête quelqu'un, puis souvent, on le retrouve dans la rue le lendemain. C'est ça. C'est un vol, c'est ça. On l'accroche pour un vol. Vous voulez quoi, vous? Bien, c'est que, premièrement, avec la loi C5 qui était adoptée l'année passée, c'est qu'il y a une longue liste de crimes qui, maintenant, au lieu d'avoir une peine de prison, les criminels peuvent avoir une peine à la maison. Nous, on a pris l'article qui concerne le vol d'auto. Il y a une peine déjà attachée à ça de 6 mois. Nous, on dit, si un criminel vole 3 fois une voiture, c'est 3 ans de prison minimum. Les criminels, là, s'en foutent, là, actuellement. Là. Ils se font arrêter, c'est pas grave, ils ressortent, puis ils recommencent. Il y a pas... On s'entend que généralement, un vol de voiture, là on parle de quelque chose d'un peu plus systématique où on semble impliquer le crime organisé. Dans le passé, un vol de voiture, c'était un petit larcin quand même, en général. Là. Mais là, les voitures, n'oublions pas aujourd'hui la valeur des voitures aussi. Il y a tout un marché qui est énorme pour le crime organisé. Puis là, c'est sûr que les voleurs, ceux qui font le vol, c'est des gens qui vont être manipulés, contrôlés par le crime organisé. Mais il reste que c'est les premiers intervenants. Ceux qui font le vol, c'est les premiers. Après ça, il faut remonter la chaîne, aller plus haut. Mais les voitures aujourd'hui, avec la valeur, le marché, la moyenne, c'est 45 000, 70 000. Sur le marché, ça se vend au-dessus de 100 000 $. Donc, c'est un marché qui est énorme. Il y a les compagnies d'assurance, l'année passée, ont payé 1 milliard aux individus qui sont fait voler leur voiture. Fait que là, les assurances augmentent. Donc, c'est vraiment un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur parce que c'est payant pour le crime. Il y a des gens qui nous regardent à la maison qui se disent, OK, là, ça fait 2 semaines qu'on parle de vol de voiture. Pourquoi c'est si important que ça de parler de vol de voiture quand il y a des préoccupations économiques qui sont nettement plus importantes pour les gens à la maison, probablement? Quand aussi, on regarde que dans les faits, les vols de voiture, ça a augmenté après la pandémie, mais c'est pas plus élevé que ça l'était il y a 10 ans. En fait, c'est plus bas. Ça a doublé là, par rapport à l'époque des conservateurs. Là. Mais il reste que c'est que le vol de voiture, c'est très important d'un point de vue économique, mais en même temps, c'est un problème social qui amène toute l'industrie du crime organisé. Le crime organisé, ça a toujours été la drogue, la prostitution, puis là, les vols de voiture font partie de ça. Mais à un moment donné, c'est un cercle vicieux que s'il n'y a pas de justice ou d'action policière concrète, on laisse faire. Ça va augmenter dans d'autres sphères d'activité. Donc ça fait partie des choses qui doivent être réglées. Et si on laisse le crime organisé et les voleurs continuer impunément, on s'en va vers où? Cette semaine, votre chef a clarifié sa position sur l'utilisation des bloqueurs de puberté, entre autres. On a beaucoup parlé des politiques d'identité de genre, trans, en raison de la prise de position de Mme Smith en Alberta. Pourquoi c'est un dossier dans lequel les politiciens fédéraux devraient s'impliquer? Parce que là, votre chef embarque là-dedans puis dit non, on ne devrait pas aller là. Les parents devraient avoir le choix. M. Trudeau se retourne puis dit on ne devrait pas avoir à gérer ce genre de choix-là. Puis c'est pas à nous d'aller jouer là-dedans. Puis c'est dangereux pour les jeunes. Pourquoi? Bien, premièrement, il faut voir que lorsque le gouvernement de l'Alberta, Mme Smith, ont décidé de légiférer là-dessus pour leur province, c'est M. Trudeau et les libéraux qui sont mis à sauter partout, à vouloir faire un enjeu avec ça, vraiment de s'attaquer au gouvernement de l'Alberta, à leurs décisions. Puis, en parallèle, de nous embarquer dans l'histoire. Nous, on a dit, écoutez, ça regarde l'Alberta. Chaque province, lorsque le Québec prend des décisions pour la province du Québec, on s'en mêle pas. Je veux dire, à un moment donné, la province... Il y a une opinion, votre chef, là-dessus, là, quand même. Mais là, finalement,
à force de se faire poser la question, on répond quoi? Nous, on regarde ça, on se dit, écoutez, c'est pas une politique du parti, c'est une appréciation personnelle du chef ou même de moi-même de dire, est-ce que cet enjeu-là de changement de sexe, de demande pour les jeunes, est-ce que les jeunes ont le jugement nécessaire pour faire ça avant 18 ans? On pense que non. Est-ce que les parents devraient être concernés, faire partie de la discussion ou de la décision? On pense que oui. Donc, c'est rien de très complexe. Et est-ce que quelqu'un qui arrive, un homme ou une femme qui arrive à 18 ans, a pleinement droit à décider? Ben oui, bien entendu. Mais les jeunes, là, qui ont 12, 13, 14 ans, c'est pas vrai là, ils ont le jugement nécessaire pour prendre ce genre de décision-là. C'est tout simplement ça. On a l'impression que le gouvernement se saisit, les libéraux se saisissent de ça en se disant c'est une question sociale, puis ça va. Un peu comme ils l'ont fait avec l'avortement. Est-ce que ça a la même traction? Est-ce que c'est. Bien, pas du tout. C'est complètement deux sujets différents. C'est un enjeu social. Mais il reste que je pense que la majorité des gens qui nous écoutent se disent oui, c'est normal que, comme parents, on intervienne, on puisse faire partie de la discussion d'un sujet aussi important dans la vie d'un individu, surtout lorsqu'il est mineur. Comme je disais, à partir du moment que la personne est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Mais un enfant de 14 ans, là, les parents devraient faire partie de la discussion. Donc, c'est partagé. Dans la population canadienne, le point de vue est partagé. Ah, bien, c'est sûr, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais non, puis ça n'a rien à voir avec l'avortement, c'est complètement différent. On a beaucoup parlé d'aide médicale à mourir cette semaine aussi. D'abord parce qu'on va repousser tout le débat sur l'accès à ce service-là pour les gens souffrant de troubles mentaux. Mais le Québec demande une exception, un amendement dans le code criminel pour permettre le consentement anticipé pour les gens qui souffrent de maladies neurodégénératives. Pensons à l'Alzheimer, par exemple. Je n'ai pas entendu de prise de position de votre côté là-dessus. Êtes-vous d'accord avec l'idée que le Québec bénéficie d'une exception? Absolument. Puis écoutez, il n'y a pas de position de notre côté parce que chez les conservateurs, c'est des votes libres. Donc, vous me posez la question à moi, est-ce qu'on devrait avoir des demandes anticipées? Moi, je vous dis personnellement, oui. Mes collègues du Québec également, on trouve que c'est une idée qui est très bonne. J'ai des collègues d'ailleurs qui peuvent dire « Ah, je ne suis pas certain, on devrait aller là-dedans. » Mais ça, c'est vraiment personnel comme décision. C'est pour ça qu'on n'a pas une position. On n'arrivera pas, le Parti conservateur est pour ou est contre. Le Bloc disait cette semaine en période de questions, si les conservateurs prennent le pouvoir, ça n'arrivera jamais. Pas nécessairement, parce que c'est vraiment un vote libre. Chaque enjeu social, chez nous, on vote sur notre conscience, puis il n'y a pas de raison. Le Bloc n'a pas raison de dire ça. Le Bloc avance souvent. Bien, ça, c'est des enjeux. Hein? Les partis essaient de trouver des façons de faire des gains. Mais c'est clair qu'en tout cas, pour moi, les demandes anticipées, je trouve que c'est très raisonnable. Pierre Paulus, lieutenant du Québec pour le Parti conservateur, merci. Merci.